Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation ? Oui, bonjour déjà, hein, mais qu'est-ce qui fait une bonne adaptation ? Vous m'avez peut-être entendu plusieurs fois dire qu'on devrait pas avoir à faire de devoirs pour regarder un film. Oui, bon, je sais, c'est pas un film, c'est une série, mais c'est pareil. Il y a des acteurs, il y a un réal et on regarde. D'après moi, il y a deux types de bonnes adaptations. Celle qui comprend l'essence du matériel de base et qui montre cette histoire via le médium utilisé en cherchant la fidélité. Mettons Super Mario Bros, ou plus récemment le film Netflix City Hunter. Il y aura débat, mais j'aime beaucoup ce film. Ou celle qui au contraire part sur des bases similaires, mais réinterprète totalement l'histoire pour faire changer notre point de vue sur le récit. Comme le Shining de Kubrick, ou plus récemment Until Dawn. Regardez Until Dawn. Par contre, en revanche, quand tu adaptes un monument aussi vénère que One Piece, il y a des pièges à éviter et un sacré cahier des charges à respecter si tu veux pas te faire crucifier sur place. Retour vers le passé. En 2021, quand on annonce que Netflix adaptera One Piece en live action, moult sourcils se sont levés. Attends. Après avoir totalement chié sur Cowboy Bebop, ils veulent nous vendre un One Piece ? Avec le gars qui jouait comme une poêle à frire dans Senseiya ? Mais ça va être de la merde, y'a aucun monde où ça marche. Ça a marché. Mais genre de ouf. Bon, j'exagère un peu, hein, c'était pas l'adaptation du siècle, mais l'esprit était là, on sent les fans du manga derrière la cam, et puis on a rarement vu des acteurs aussi investis, sérieusement. Pour un bon avis sur la saison 1 de One Piece, une version Netflix, je vous redirige vers mon homonyme à peignoir, l'ermite moderne, qui a fait une chouette vidéo, vraiment. Pour ma part, dans ce hors-série, on va parler de pourquoi selon moi cette saison 2 est une bonne adaptation, et surtout, comment faire une bonne adaptation. Bob, générique! Les décors. À la fin de la saison 1, l'équipage au chapeau de paille ont terrassé Arlong, Luffy a sa première prime et tout le monde est sur le point de débarquer sur Grand Line. Un truc qui faisait tiquer durant la saison 1 était sa mise en scène. On retrouvait régulièrement ces grands angles proches du fisheye qui rajoutaient un certain cachet aux scènes d'action mais qui avaient du mal à camoufler la petitesse des décors. C'est simple, une île, un petit décor, une autre île, un autre petit décor et on fait ce qu'on peut pour rendre ça impressionnant. Alors détail à mettre au crédit de la saison 1, certes les décors font petits mais hey, vous avez vu la quantité de lieux différents qu'ils ont construits ? La masse de travail pour la fabrication des différents bateaux et lieux cultes, vous avez une idée de ce que ça coûte ? Ça aurait pu être du tout fond vert, mais les 3/4 c'est du construit, puis amélioré en FX. C'est le même principe que pour les dinos de Jurassic Park, hein. Ils ont fait un giga animatronique de 5 mètres, et au montage on rajoute une couche de numérique pour certains détails et donner un peu plus de texture, et résultat, l'un sinon le meilleur effet spécial de l'histoire du cinéma. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. On t'a fait le mairie, on t'a fait le baratier, Arlong Park, le cirque de Baggy, Sandek. Mine de rien, c'est pas du foutage de gueule. Mais malgré tout ce travail, ça fait un peu de cheapos et un peu claustro. Bah devinez quoi ? Ils en ont fait un véritable outil de mise en scène. Pour ceux qui ne connaissent One Piece qu'avec cette série, sachez que la saison 1 c'est l'arc de East Blue, la région où notre équipage se rencontre, apprenne à se faire confiance et à suivre ce zouave de Luffy. East Blue c'est un peu la zone la plus peinarde de ce monde, hein. C'est un petit coin tranquille, pépère, un peu paumé, c'est la Creuse, hein. Y a rarement des trucs ouf qui en sortent. Dans cette saison 2, on profite que East Blue ça soit la Creuse, on assume ce côté petit décor. Puis, dès qu'on arrive sur Grand Line, le cadre grandit, notre point de vue s'ouvre. On se rend compte en même temps que les personnages d'à quel point ce monde peut être vaste en réalité, et rien que ça montre que les gens derrière le projet voulaient faire un truc bien. Toujours plus de décors dantesques, profitant des dessins d'origine pour faire des panoramas de fous furieux, avec des effets spéciaux qui sont de très bonne facture, pour la plupart. Surtout pour une série. L'histoire. Ok, bon, comme je le disais, on entre dans le dur, hein. Et pourtant, Netflix nous a vendu cette saison 2 comme une saison de transition. Quelle transition, ma cocotte! La saison adapte les 4 mini-arcs de Laboon, Whiskey Peak, Little Garden et Drum, qui sont dans le manga et dans l'animé un moyen de nous faire comprendre les dangers de Grand Line et de finir de souder l'équipage, en plus de se dégoter en tout bib. Série oblige, on a dû jeter des trucs, comme le mec coincé dans un coffre là.
Qui s'en fout? Je trouve quand même dommage qu'on ait tège le combat Zoro-Luffy, parce que c'était intéressant de les voir se confronter aussi sérieusement à cause d'un malentendu, mais hey, sans rire, y a de quoi manger. La boune m'a fait chialer, les décors de Whiskey Peak sont dantesques, t'as tout le combat de Zoro qui affronte les 100 hommes de main de Mr. Nine, et t'as les géants. Oh, les géants! Ils sont trop cool! C'était un des trucs à pas rater, parce que l'univers ultra barrique qu'a créé Oda, si t'arrives pas à faire des géants, c'est pas la peine de continuer! Nada! Et c'est ma partie préférée de la saison. Le quiproquo de Usopp et Nami qui pensait se faire bouffer, et Usopp qui finit son arc narratif en étant inspiré par ces géants pour être plus courageux, et ce combat! Ça marche de fou! On nous présente un peu plus l'organisation des Baroque Works, on reviendra sur le casting plus tard, on nous tease très correctement la guerre imminente à Alabasta, et arrive la partie qui me faisait le plus peur. Adaptation de l'arc Drum et l'introduction de Tony Chopper. C'est respecté. J'ai des griefs contre cette partie, mais j'en parlerai quand j'aborderai les personnages. Globalement, ça suit les rails, la narration intègre des flashbacks pour comprendre les tensions entre certains persos, et toute la partie où Doctorine raconte l'histoire de Chopper fonctionne du feu de Dieu. Même si l'aspect pays en crise sous dictature se fait pas trop ressentir, bon, vu que c'est une partie très émotionnelle, c'est pas choquant non plus. Globalement, on avance dans le bon sens, et on nous l'a montré correctement. Même si la fin m'a laissé un goût amer, hein. Le combat contre Wapol, j'ai trouvé un peu... vite réglé, un peu bâclé, hein. Les personnages. Déjà, bon cast, hein, ils ont réussi à choper plein d'acteurs qui fonctionnent super bien. Déjà, t'as Robin, en introduction de la saison, et tout y est, la puissance, la froideur, même si je trouve que son espièglerie est totalement absente. Dans le manga et l'animé, elle est très amusée par l'attitude de Luffy et la dynamique de l'équipage. Bon là, dans la série, c'est... Donc les méchants, hey, on fait gaffe, hein. Ah, on est v'là dangereux, t'imagines même pas. Mais vu que sa présence est quand même assez infime, c'est pas gênant. On s'est concentré sur l'aspect menace imminente, mais il y a le temps, et j'ai confiance vis-à-vis de son développement pour les prochaines saisons. En parlant de développement, c'est Zoro qui, d'après moi, évolue dans le bon sens. Dans la saison 1, je le trouve un peu trop sérieux, alors que Zoro a parmi les meilleurs gags de l'animé et du manga. Là, il est franchement drôle. Il nous montre correctement sa rivalité avec Sanji, et on voit des traces de son combat avec Mihawks. Le fait de le voir lui parler et se foutre de sa gueule pendant ses entraînements et ses combats, bah, ça nous fait nous rendre compte d'à quel point son rêve est ancré en lui, et que rien ne saurait lui barrer la route. Cette vision prouve à quel point il est conscient de son manque de force, et à quel point il est dur envers lui-même. Et ça, c'est cool. Smoker, c'est Smoker, hein. On nous introduit Dragon, qui pète la classe, Mr. Nine et Vivi sont trop cool, Mr. Tree est absolument parfait. Là où ça coince un peu, c'est d'abord Igaran. L'acteur se débrouille super bien, mais j'ai toujours l'impression que sa perruque est sur le point de se barrer au Mexique. Tombe pas. Et puis, Doctorine. Franchement, elle ressemble de ouf, mais j'ai l'impression que l'actrice Katie Segal en a rien à foutre d'être là. Alors, je lis mon texte. Ah oui, là je ris. Les géants sont topissimes. Le Dr Iluluk est d'une justesse, ça fait plaisir. T'as une adaptation de Joe Manganiello en Crocodile qui marche plutôt bien. Pour ceux qui voient pas qui c'est, c'est Flash dans Spider-Man. Et plus récemment, c'est Deathstroke dans le Snyderverse qui arrivera jamais. Mais c'est surtout... Et enfin, le perso le plus attendu, qui était dans toutes les promos, je parle évidemment de Chop Wapol. Bah, il est bien. Sa mâchoire est super bien faite. Puis le mec est drôle en despote méchant, imbu de sa personne. Voilà. Plus sérieusement, la grosse crainte, c'était Chopper. Un perso de série totalement en image de synthèse, ça coûte du fric. Donc à faire correctement pour transmettre des émotions, c'est galère. Il est trop bien, hein. Sa petite bouille, son running gag gros mot, la scène de séparation avec Iluluk, c'était déchirant, j'ai vraiment retrouvé les émotions que j'ai eues il y a 20 ans la première fois que j'ai revu l'animé. Attends, ça fait 20 ans! J'ai pas trouvé de traces de performance capture, donc ça veut probablement dire que c'est animé manuellement. Bande de tarés! Puis il se transforme et ouh! Ah ouais, ouh! Bon, on s'y fait un peu avec le temps, mais au démarrage, ça pique les yeux, hein. Mais le perso est respecté, et les moments les plus importants sont impactants, donc ouais, je pense que c'est réussi. Comme je l'ai dit, on nous introduit, et on nous promet l'arc d'Alabasta.
qui devraient, selon leur objectif, tenir dans la saison 3. Mais en dehors de ça, on nous parle de l'armée révolutionnaire, on nous montre une rêverie, on a une apparition de sabots, et ce qui est bien foutu, c'est que si t'y connais rien, bah, t'apprends un peu plus sur le lore du monde, et les trucs que tu connais pas, bah, passe assez rapidement pour pas être gênant, et donner l'impression d'avoir raté un truc. Mais les fans auront peut-être un petit pic de nostalgie, ou de... En voyant les détails, ils se diront « Oh, trop cool !» ou bien verront des trucs semblant incohérents, et ça fera parler de l'œuvre. Ça fait théoriser sur les façons de faire ou sur l'ordre des événements, ça permet de garder une ligne directrice, mais de quand même nous mettre le doute sur la suite des événements. Conclusion. Je pense que c'est une bonne adaptation. Le cœur est là, les persos sont fidèles et évoluent, l'histoire est sur les bons rails, donc hâte à la suite. Cette saison 2 devait d'être au niveau, car les fans se retenaient encore un peu pour les défauts de la saison 1. On arrivait à pardonner des trucs mal faits, notamment au vu de ce qu'elle réussissait, et puis comme je l'ai dit, c'est East Blue, hein. C'était encore permis d'y aller mollo. Mais là, avec les bails d'organisation secrète, de complot mondial, de guerriers géants tricentenaires, et l'armée de nouveaux ennemis plus loufoques les uns que les autres, fallait montrer qu'ils en avaient dans le ventre, et qu'ils avaient le niveau pour la suite. On est clairement dans le genre d'adaptation qui a capté l'essence du matériel de base, et qui veut nous le montrer avec le plus bel emballage possible. La réalisation sait se poser quand il faut, pour nous laisser nous émerveiller et sait être dynamique quand il le faut, le tout en laissant parfois les cuts de côté pour laisser vivre la caméra et profiter du talent des acteurs. Mamma, ce combat! Ou perfectionne des effets utilisés de la saison 1 et on profite de ses erreurs passées. On est encore dans une période où on expérimente les façons de transposer les codes du manga au format série. Et c'est bien de voir qu'ils apprennent de leurs boulettes pour essayer d'en faire un truc plus abouti et plus fort. J'ai envie de vous dire, franchement pas déçu. Les trucs qui clochent sont rattrapés par le cœur de l'œuvre, qui est plus que respecté. Donc hey, je crois que je suis vraiment confiant pour la suite. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et à serrer votre plus beau pouce. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, passez une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.